Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Reverse Basket Session sur les plateformes de streaming. Si vous nous écoutez en audio, vous êtes bien dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver et de retrouver mon acolyte Théo Omesser. Salut Théo, comment ça va? Ça va très bien, Pierre. Ravi de te retrouver. Je t'avoue que la semaine a été un peu dure parce on vient de boucler le projet dont on vous parlait cette semaine sur Basket Session, la sortie de notre premier livre. Donc voilà, les nuits ont été longues, mais je suis ravi de te retrouver pour passer un bon moment relax, sans pression, sans timing, sans personne qui dit faut envoyer les fichiers, faut envoyer les fichiers. Donc c'est cool. Justement, alors les gens suivent le CQFR, bien sûr. Antoine en a beaucoup parlé. Vous en avez parlé dans le podcast. Mais pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté ces podcasts-là et qui ne suivent que Hoop Culture et ne lisent même pas Basket Session, comment est-ce possible? Vous serez dénoncé, bien évidemment, de manière horrible. Mais tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre, ce fameux premier bouquin des éditions Reverse? Ouais, bah, c'est un projet sur lequel on travaillait dans l'ombre entre guillemets depuis un bon petit moment. Donc c'est pas du tout un MOOC, c'est pas un magazine du tout. C'est un livre qui s'appelle Une saison en enfer. C'est une saison fictive, c'est une fiction à prendre au 12e degré. Et en gros c'est une plongée dans les affres des championnats départementaux d'une équipe amateur qui rêve d'une chose, c'est de monter au niveau supérieur. Et on voit mois par mois comment ça se passe ou comment ça se passe pas ou comment ça se passe mal surtout. Voilà, ça c'est Antoine qui a écrit la majeure partie de toute la narration. Et à côté de ça, on a essayé de rajouter pas mal de petites choses, des portraits robots un petit peu, tu vois, des portraits dans lesquels on puisse soit se reconnaître soit reconnaître des coéquipiers avec lesquels on a joué. Donc en gros, tout le monde en prend plein la tête, que ce soit les arrières, les ailiers, les intérieurs, les arbitres, les coachs. Il y en a pour tout le monde avec pas mal d'anecdotes vraiment tirées de nos expériences de basketteurs amateurs. Parce que voilà, on se disait, tu sais, quand on regarde la NBA, l'Euroleague, on se dit, ouais, la pression est énorme sur ces joueurs, etc. Mais au bout du compte, quand tu es un joueur amateur, si tu es vraiment passionné, tu te mets une pression quasiment similaire. Tu ressors de ton match que tu as foiré et tu t'endors pas avant 3 heures du matin, alors que, bon, finalement, t'as pas autant à gagner, mais tu as presque autant à perdre, en fait, que ces mecs-là. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée de ce livre. La différence, c'est que nous, quand on perd comme ça, on n'a pas la possibilité de prendre un jet et d'aller se changer les idées à Las Vegas. Ça, C'est c'est... c'est ça, on demande à l'équipe de rester sur place. Allez, vous restez toute la nuit à Drancy parce on va sortir après le match et on rentrera demain. C'est pas comme ça que ça se passe. c'est pas la même. Théo, aujourd'hui, on va avoir un thème un petit peu particulier, 100% rigolade et décalé aussi. C'est un thème qu'on a dénommé Guilty Pleasure. Hein, ces petits plaisirs coupables des joueurs qu'on adore détester, des joueurs qu'on déteste adorer, que ce soit dans le basket et autour, puisque vous savez que le principe de Hoop Culture, c'est les lignes du terrain, mais également au-delà. Donc, on va parler de ça très largement. On prépare tout de suite ceux qui ont déjà le doigt là sur commenter. C'est une émission 100% mauvaise foi, 100% subjective. Donc, ne rentrez pas dedans sur ce qu'on va dire parce que, bien sûr, tout ça, c'est ultra personnel et qu'il y en a certains guilty pleasures qui nous rongent de l'intérieur, certaines personnes qu'on n'aime pas alors qu'on devrait les aimer et vice-versa, qu'on aime et qu'on ne devrait pas aimer. Mais voilà, donc on va démarrer tout de suite. Théo, peut-être je vais te laisser la main là-dessus pour ton premier guilty pleasure. Ouais, alors moi, c'est vraiment au sens littéral, quoi. C'est le petit plaisir, mais dont t'oses pas trop te vanter parce que tout le monde te regarde trop de travers si tu l'admets. C'est que moi, en fait, j'ai une énorme affection pour les pivots défensifs. Alors, ça remonte à mon crush de gamin qui était Scott Williams aux Bulls, que j'adorais, Oh, qui oh. était pivot défensif enfin, par excellence, quoi. Tu vois, le mec de devoir qui vient en second rideau, qui va prendre des rebonds. Ce qui marque, c'est du bonus. Derrière, personne, jamais, nulle part, n'a passé plus de temps que moi aujourd'hui à parler de Scott Williams sur un terrain. Bref, j'adorais ce joueur et du coup, ça m'est resté en fait. C'est pour ça que, tu vois, j'ai parmi les joueurs actuels que j'aime le plus en fait. Alors, je suis hyper triste parce que là, il est blessé pour quasiment toute la saison. Bah, il y a Steven Adams par exemple, où tu vois des joueurs comme Kevin Looney aux Warriors que je trouve incroyable de justesse. Je trouve que c'est un grand basketteur en fait, au-delà même si les stats ne le prouvent pas, l'intelligence de jeu et tout, j'adore. Et puis tu vois, pour revenir un petit peu en arrière, moi j'ai été fan de mecs comme Theo Ratliff, comme voilà ce genre de profil un petit peu, tu vois, de joueurs
soit rugueux, soit vraiment joueur de l'ombre qui fait tout le taf et tu dis bon bah ce mec-là jamais il mérite tel ou tel contrat et au bout du compte tu te rends compte si tu regardes un petit peu dans chaque grande équipe, dans chaque bonne équipe, il y a toujours un intérieur de ce type. Donc voilà, c'est vraiment, mais ça je te le dis à toi parce qu'on est que tous les deux et que personne n'écoute, mais jamais je l'avouerai à personne d'autre. Donc, si vous allez dans l'armoire de Théo, vous avez le numéro 42 des Bulls, vous avez certainement eu Denis Aslem, des gens comme ça. Absolument. Udenis Moi, je te place une petite anecdote au passage. Udenis Aslem, que j'ai eu la grande chance de voir jouer un de ses premiers matchs pro, c'était dans la salle d'Alfortville. Alors, si vous n'êtes pas de banlieue parisienne, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une très bonne équipe qui a joué en National 3 longtemps, mais c'est quand même pas une très grande arène. Et en fait, c'était un tour. Alfortville avait un tournoi international en début de chaque saison, dans lequel il y avait des équipes pro de plusieurs pays qui s'affrontaient. Donc, je l'ai vu jouer contre Kaunas dans cette salle toute petite, et tu lisais sur son visage l'incompréhension de comment je peux sortir d'avoir joué dans des salles immenses en NCAA, en D1 avec du public partout, à me retrouver dans cette petite salle face à des mecs en verre qui ressemblent à rien mais qui me font des moves d'eau panier que j'ai que j'ai jamais vu, des moves de l'espace. C'était sa première saison avec Chalon et donc tu sais, j'avais vraiment gardé ce souvenir de. J'avais beaucoup d'empathie en fait. Je me disais, mais lui, il doit avoir l'impression d'avoir été téléporté sur une autre planète en fait. Quoi. Tu rêves de la draft et tu te retrouves 2 mois plus tard à te faire taffer par des intérieurs lituaniens dans la salle d'Alfortville. C'était bad trip. je pense que déjà, quand il avait la tête du porte-manteau dans le vestiaire pour poser ses affaires, déjà, il a dû se rendre compte du problème. Moi, un C'est clair. joueur que j'adore, alors moi, je t'ai fait des catégories par les joueurs que j'adore aimer, que je déteste, que j'aime détester, que j'adore aimer, que je déteste aimer. J'adore détester Draymond Green, je l'adore, c'est un de mais je me réveille le matin en m'imaginant comment je vais lui chier sur la gueule. Et là, il m'a donné vraiment tout ce qu'il fallait. Euh, le, pour moi, c'est un petit peu comme t'en parlais, les James Harden et pas mal de personnages. Tu connais cette fameuse phrase quand tu es fan de New York, once a Nick, always a Nick. Bien Euh, sûr. Bah, moi, c'est once a fifre, always a fifre. C'est-à-dire que ce type-là, euh, alors il pleure qu'il prend pour l'ensemble de sa carrière, etc. L'action qui vient de se passer, où il attrape Rudy Gobert sans raison et il lui fait un truc super dangereux parce que on se rappelle de la poussette de Jokic sur Maurice qui s'y attend pas, où il arrive derrière et il le Ouais. blesse, il lui fait mal. Hein. Là, Gobert, il l'attrape, il lui fait une clé de bras. Je t'ai pris la photo, elle est hallucinante. Un C'est-à-dire, étranglement, ouais. Ouais. il bloque son bras avec sa main de l'autre côté. On voit son bras qui est au maximum de ce qui peut être. On voit la bestiace que c'est. Et enfin, il y va pour lui faire mal, quoi. Steve Kerr, comme toujours, il le protège. De toute façon, Steve Kerr, il trouverait sa meuf au lit avec Draymond Green. Ça y Il est. dirait bah, elle a besoin aussi, elle est contente. Il ferait caca sur le parquet. Il dirait regardez comme il a bien mangé. Enfin bon, ça me fatigue de le voir tout le temps le mettre comme ça. Et je ne sais pas, je trouve que ce type, en plus, passe sa vie, on dirait, à créer du buzz dans le but de vendre son podcast derrière. Enfin, il y a une manière de voir les choses. Et je trouve que la réaction de Rudy a été incroyable. Ça fera partie de mon coup de cœur, certainement tout à l'heure, je vais vous en parler sur ce qui s'est passé. Il prend 5 matchs. Je trouve qu'il aurait dû en prendre bien plus. Quand tu vois que aujourd'hui tu prends une technique parce que tu cries après un dunk, là, quand tu vois l'action, tu l'as revu, tu vois ces images-là, je comprends pas qu'ils prennent 5 matchs. Et voilà, j'en ai marre du show Draymond Green. C'est un cirque et pour moi, c'est un clown. Voilà, on peut me l'amener comme tu veux. Son apport, le match 7 des finales NBA, machin, tout ce que tu veux. Voilà. J'y suis jamais arrivé. J'y arrive pas. Je pense que c'est un type, si tu le changes d'équipe, ça marchera jamais. Ça marchera jamais parce qu'il est dans un système qui le met en avant. Et je vois pas, même s'il y a de l'énergie, son soi-disant le meilleur défenseur de l'histoire. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai jamais vu 3 fois meilleur défenseur de l'histoire. Euh, je sais pas. Il est pas dans. Bon, bah, je sais pas. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment. Pour aujourd'hui, j'ai dit, Maël, on en reparle demain si tu veux. Je vais trouver d'autres trucs certainement. Mais c'est vraiment un joueur voilà, qui cristallise une rage en moi incroyable. Alors moi j'aime beaucoup Draymond. J'aime beaucoup Draymond Green. Moi je le trouve incroyable effectivement en défense, dans le playmaking, tout ça. Mais par contre là c'est juste l'action dont tu parles, elle est indéfendable.
de la bêtise à l'état pur. Comme tu dis, moi j'ai beaucoup aimé l'attitude de Rudy Gobert. Quand tu regardes les images, c'est assez marrant parce que on sait que Rudy, quand il était gamin, il a fait pas mal de boxe. Chaque été, il en profite pour tâter un peu ça. Il y a un été ou 2 étés, je crois, il avait même fait quelques séances de MMA, etc. Mais en fait, sur l'action, tu vois qu'il est pas du tout inquiété, quoi. Il sent enfin, que Draymond le tire, mais juste même il monte ses mains, Rudy, pour montrer attention, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce mec-là, mais moi je suis pas du tout en train de vouloir me battre ni rien. C'est incompréhensible. Au bout de 2 minutes, comment tu peux péter un cap comme ça? D'autant que tu vois que Rudy il est en train de séparer les gens. Il n'y a jamais Rudy a été, à part, à part avec son coéquipier l'an dernier, mais je veux dire, il a jamais eu un geste déplacé, Jamais. vindicatif comme ça. Donc tu peux pas dire, ouais, j'étais là comment dire, pour venir au secours de mon pote. D'autant qu'en plus, il le traîne, mais pendant, ça dure un temps de malade en fait. Il C'est est, fou. il y a que des mecs de son équipe autour de lui. Il y a plus du tout. Klay Thompson est même plus là, tu vois. Il est même plus dans le cadre. Ça a aucun sens. Pareil, moi je pensais qu'il prendrait. Alors, j'imaginais qu'il prendrait minimum 5, mais je trouve ça pas beaucoup. Notamment, effectivement, au vu du nombre quand même d'actions qui se sont passées. Moi, je pense qu'un 10 matchs, ça aurait pas été honteux du tout, quoi. Mais en plus, comme tu dis, ça aurait été de Marcus Cousins qui arrive. Bon, ok, tu sais que le mec, il vient pour chercher la merde. Rudy, il vient pas pour ça. Et ce que j'ai vraiment pas aimé dans cette histoire, c'est c'est le fait qu'on profite qu'une fois encore, c'est Rudy. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était Bien sûr, ouais. Steve Kerr tout de suite. Ah, mais Rudy Gobert, il y va comme ça. Il sait que Rudy Gobert, il a pas une grande cote partout. Et du coup, maintenant, on va faire passer ça sur l'inconstance ou le mauvais caractère de Rudy Gobert qu'il n'a jamais été. Et si Rudy Gobert, il l'attrape comme ça par derrière et enfin, il le massacre, s'il veut, le Draymond Green, il en colle une, il l'étale. Voilà, bon, c'est encore une fois, il se fait passer pour une victime. Et il n'a pas encore fait de déclaration, mais j'ai hâte de voir c'est pour protéger mon pote. Et depuis quand on protège Klay Thompson, qui sait très bien se débrouiller tout seul. Si on a Ouais. bien qui est capable de se débrouiller tout seul, c'est bien Klay Thompson. Mais Voilà je sais pour pas. le premier que j'aime pas, quoi. C'est Ouais. Mais du coup, épidermique. j'en remets une petite couche parce que j'aime bien quand t'es énervé comme ça. Je sais pas si t'avais vu les interactions avec Anthony Edwards du match juste avant, là, qui était vraiment très drôle parce qu'en fait, il y a une action, Anthony Edwards va au lay-up, il y a déjà faute et derrière, comment dire, Draymond Green lui met un taquet en plus. Edwards se retourne en mode, bah, c'est bon, gros, t'es pas obligé de me mettre un coup comme ça. Et Green qui monte tout de suite dans les tours sur le mode, ah, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Et Anthony Edwards, mais il le regarde, mais j'ai adoré la réaction d'Anthony Edwards qui rentre pas du tout dans le jeu et qui est en mode mais qu'est-ce que tu es en train de me faire, gars? Mais personne n'a peur de toi, il y a que toi qui essaie de jouer les shows ici, alors que tu dis mais c'est qui le vétéran des deux en fait? T'as l'impression que les rôles C'est sont inversés exactement ça. et que c'est un mec comment dire, Draymond Green le mec de 21 ans et l'autre le vétéran qui a joué depuis 10 ans et qui a déjà gagné des titres, c'est assez fou, quoi. Et puis il part toujours en haranguant la foule, là, en frappant dans les mains, en entrant avec sa tête de l'âne de Shrek, là, toujours en tapant très fort. L'âne de Et Shrek. regarde, hein, regarde le sourire, c'est l'âne de Shrek, quoi, et qui aime le clafoutis. Et, et il est toujours là. Enfin, c'est clownesque. Et puis, comme tu dis, tu as dit le bon mot de la part d'un vétéran qui dit qu'il est un des plus grands. C'est des images qui restent. Je ne comprends pas que ces gars-là ne se rendent pas compte. Ils sont obnubilés par leur legacy, par l'image qui reste. Et malgré tout, aujourd'hui, de cette image-là. Bon, bref, assez de Draymond Green, je te laisse continuer. Bon, après, alors sur le même mode, j'aurais pu repartir sur James Harden, mais je pense que j'ai été suffisamment clair la semaine dernière, donc je vais pas en remettre une couche. Alors moi, il y a un joueur à qui j'ai vraiment beaucoup de mal, euh, c'est c'est Kyrie Irving. Pendant des années, vraiment, je comprenais pas la fascination autour de ce joueur. En fait, ce qui est fou, c'est que je le vois jouer, je reconnais la technique incroyable, le contrôle du corps en l'air, qui est vraiment quasiment du jamais vu. Je sais que les joueurs se ressemblent pas, mais il y a là-dedans, il me fait penser à Tony Parker. Je trouve que Tony Parker avait une capacité à se resituer en l'air qui était Mhm. vraiment hors norme. Kyrie Irving, il a ça avec des moves encore plus dingues. Tout ça, je le comprends. Et je le comprends d'un point de vue intellectuel, mais j'ai jamais accroché en fait aux joueurs.
Tu Je le l'ai. comprends d'un point de vue intellectuel, tu le comprends pas lui, tu comprends pas son intellect, Non, 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 rassure-moi. non, non. Ah Enfin, oui, d'un point de vue j'ai eu peur. intellectuel, je comprends la fascination des gens Oui, pour Kyrie Irving. Et voilà, je comprends pourquoi, quand je coachais des U13, ils avaient tous des bien Kyrie au sûr. pied ou des maillots. Mais moi, j'ai pas, voilà, j'accroche pas. J'ai longtemps pas accroché avec ce joueur. Je le trouvais quand même relativement surcoté dans une mesure certaine, même plutôt que dans une certaine mesure. Donc ça m'a fait ça pendant des années. Après, je parle même pas de ce qu'il y a à côté du terrain, parce que là, ça serait la question encore plus complexe. Mais je dois avouer malgré tout que j'aime vraiment bien son début de saison avec Dallas, et que je trouve qu'il y a une belle osmose entre lui et Luka. Je le trouve plus concerné, plus concentré, plus dans son registre. Et donc voilà, ce début de saison avec Dallas me plaît bien de la part de ce joueur que j'ai longtemps pas aimé. Et encore une fois, c'était un truc que je susurrais en douce, parce que il y avait quand même un consensus autour de ce joueur-là. Après, il faut reconnaître. Alors, c'est toujours pareil. Hein, dans tout ce qu'on vous dit là, vous allez pouvoir nous dire ouais, mais il faut quand même reconnaître que. Oui, mais il n'y a pas de problème. La finale de 2016 qu'il fait avec le One, c'est incroyable. D'ailleurs, peut-être une frustration que KD soit arrivé après et qu'on n'ait pas pu voir ce duo continuer à grandir, à cumuler des titres qu'ils auraient pu faire, etc. C'est vrai qu'il y a un ensemble d'attitudes et tout. Moi, dans le même genre, j'ai toujours détesté Jason Williams. Alors lequel? Parce qu'attention, il y en a Non, bah, pas, le, pas l'autre. le L'autre, tueur, le tueur, celui qui faisait de la moto, celui qui jouait au basket. Il y en a un paquet. celui qui vend encore des maillots avec le 55 derrière et voilà, le Jason Williams de Sacramento, le White Chocolate. Voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur ultra surcoté, alors pour le dire, une machine à highlight, il n'y a aucun problème, une machine à highlight, mais je pense que au niveau où ils sont, les joueurs en NBA, ils peuvent tous faire ce que faisait Jason Williams, sauf que lui, il osait le faire sur le terrain. Bon, la elbow pass, c'est du génie absolu. Heureusement que le joueur derrière l'a attrapé parce qu'il ne devait pas s'y attendre. C'est le truc que j'ai essayé de faire 200 fois. Je me suis à chaque fois niqué ici, là. La balle, elle est partie de l'autre côté. Et encore, fallait qu'elle touche. Enfin bon, bref, c'est un coup à se péter une omoplate à tous les coups. C'est. Voilà, mais cette machine à highlight là, je pense que tous les joueurs NBA, Jamal Crawford, tous ces mecs-là ont fait des trucs, ils étaient capables de faire ces choses-là. Mais au-delà des highlights de Jason Williams, tout le monde dit ouais, c'était un joueur génial, j'ai adoré ce joueur. Mais c'était à l'époque où on voyait que des highlights. Parce qu'on, soyez honnêtes, les gars, on n'a jamais vu un match des Kings. Quand Jason Williams est arrivé en tant que rookie et qu'il faisait toutes ces dingueries, on ne les voyait pas à la télé. Alors, parce que la suite, la défense de Jason Williams et l'implication du gars au niveau du boulot, c'était une catastrophe. Et il y a plein de joueurs qui l'ont dit, dans le MOOC Loser, on en parle d'ailleurs dans un papier sur les Kings, qui disaient que pour beaucoup, c'était une fraude, ce gars-là. Et tous les joueurs NBA étaient pratiquement unanimes pour dire bon, ok, bravo, bien joué, Gary Payton s'est fait enrhumer une fois, mais bon, c'était un joueur de playground plus qu'autre chose, quoi. Alors c'est marrant parce que moi j'ai pas du tout le même ressenti effectivement sur Jason Williams, ce qui peut paraître un peu paradoxal vu ce que j'ai dit de Kyrie Irving, mais Pour moi ça que je dis, j'aimais il y a beaucoup. beaucoup de mauvaise foi dans tout ce qu'on Ouais. dit. Hein, Non, non, attention, c'est pour ça, t'as bien fait de le dire en préambule. Non, moi j'ai beaucoup aimé Jason Williams, effectivement. Je t'avoue que au-delà du dribble, qui est quand même, je pense, peut-être l'un des plus beaux handles que j'ai pu voir en NBA, il a un sens de la passe vraiment hors norme, et, vraiment. et un dribble en course, en transition, une facilité à manier le ballon en transition qui est ça, par contre, à nul autre pareil, je te l'accorde. Ouais, c'est vraiment des passes de génie, tu vois, qui me faisaient penser à ce que j'avais pu voir de Pete Maravich quand on avait quelques images, tu vois, à une autre époque. Moi, j'ai beaucoup aimé ce joueur-là. Par contre, tu as raison voilà, sur les pertes de balles, la défense. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que quand il était parti, donc il est parti pour le trade avec Maggie Bibi, il s'est retrouvé aux Grizzlies. C'est le moment, effectivement, où les Kings ont passé un énorme cap parce que, bon, Mike Bibi, qui n'était pas meilleur en défense, mais qui était quand même un niveau d'un autre registre, a vraiment Qui boosté. n'est pas meilleur en défense, c'est vrai. Booster Sacramento. Mais dans la foulée, en fait, c'était intéressant parce que c'était Jerry West qui était le GM aux Grizzlies, qui fait venir Jason Williams et qui, comme coach, leur met Hubie Brown, donc vraiment un coach complètement à l'ancienne. Tu dis, mais jamais ça va marcher, Hubie Brown avec un joueur aussi jeune. Et il a fait d'énormes
effort et progrès. Et faudrait vérifier les stats, mais il me semble que d'une année sur l'autre, il est passé d'avoir le pire ratio passe décisive, balle perdue, à l'un des tout meilleurs de la ligue, vraiment l'espace d'un an. Et c'est le moment où il a grandi. Après, voilà, il finit quand même avec une bague, au bout du compte, Mais, avec Miami. mais cette période Grizzlies et Heat, où derrière, il gagne en maturité et les minutes qu'il joue, il joue presque comme un vétéran en posant le jeu et tout. Carrément. C'est pas ces images-là qu'on voit Ah, de je suis Zion d'accord, je Williams, suis d'accord. malheureusement. Donc Ouais, celle qu'on voit, c'est celle avec le mauvais ratio en question. absolument. Parce Ouais. qu'une fois qu'il quitte les Kings, on le voit moins. Mais je suis d'accord avec toi, les highlights, ils sont dingos. Ouais, c'est clair. Allez, moi j'en ai un autre, alors, puisqu'on parle de meneur, je vais repartir un petit peu sur le côté, tu sais, les mecs dont j'osais pas dire que j'étais fan. C'est José Calderón, alors j'osais vraiment pas le dire, voilà, voilà, normal, normal. Parce qu'en plus c'était en plein milieu des années où on se faisait gifler par l'Espagne à répétition. Et dans cette génération ultra talentueuse espagnole, c'était peut-être l'un de mes joueurs préférés vraiment. Tu vois, là je parlais du livre Une saison en enfer, donc quand t'as beau être un joueur amateur, il y a toujours un joueur qui te fait. Tu dis, ouais, j'aimerais bien jouer comme ce mec-là. Donc, j'avais ni le style de jeu, ni le rendement d'un José Calderon. Mais quand je voyais son efficacité, le mec, pas de balles perdues, que des passes décisives, quasiment des pourcentages incroyables. J'ai rarement vu un meneur jouer aussi juste. J'étais archi fan de ce joueur. Dans cette génération complètement folle espagnole, là, c'est vraiment peut-être celui que j'ai préféré quelque part. Moi, j'ai détesté, aimé plus récemment Rajon Rondo, qui m'énervait beaucoup quand il était À Boston. à Boston, qui n'est pas un type sympa, mais c'est pas ce qu'on lui demande de toute façon. On parlait de jouer juste, pourtant c'est un type qui joue juste, etc. Et j'ai commencé à l'aimer vraiment le jour où il a mis une patate à Chris Paul. Qui, je pense, C'est-à-dire est qu'un mec que tu détestes, tu t'es mis à l'aimer parce qu'il a mis une patate, un mec que tu détestes encore plus. encore plus. C'est ça. Encore plus. C'est-à-dire que là, je pense qu'avec Antoine Pimel, il faudrait qu'on joue à Shifumi à 8 Chris Paul pour savoir qui à la fin gagne. Parce que je pense qu'on a égalité, il faudra nous départager, que ce sera le seul moyen. Mais voilà, j'ai été content de voir ce type qui est quand même, même si on avait l'impression que c'était un type qui allait à Boston à vie, et on a toujours cette impression que Rajon Rondo, où qu'il soit, il s'en bat la noix de ce qui se passe autour de lui et de ses coéquipiers. Qu'il est là, mais en fait, j'ai aimé ce type parce que je me rendais compte que non, le mec est arrivé et même si c'est pas un expressif, hein, quand il gagne la bague avec LeBron, on a limite l'impression qu'il lui dit ouais, c'est bon, n'oublie pas ce que je t'ai mis avant, tu vois. On sent que c'est pas le mec le plus sympa, le plus friendly, quoi. Il est peut-être très agréable, mais du coup, voilà, je l'aimais pas et je me suis mis à l'aimer parce qu'il a mis une patate à cet enfoiré de Chris Paul que vraiment, j'arrive pas. J'arriverai jamais. C'est Draymond Green, Chris Paul, pour moi, c'est des gens dont alors je reconnais le génie de Chris Paul. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça, ce serait vraiment de la pire que de la mauvaise foi de dire que c'est un sale joueur. Mais d'ailleurs, il y a un côté loser ultime de Chris Paul Ah bah oui. Ouais. avec les Clippers, avec ces séries perdues alors qu'elles étaient presque gagnées. Le fait d'envoyer Clint Capella au feu dans une bagarre alors que lui il passe dans les souterrains du Staples Center pour aller taper les Clippers qui appellent les flics. Genre Chris Paul arrive, genre j'imagine. Blake Griffin appelait les flics parce qu'il a peur de Chris Paul, quoi. Et voilà, donc c'était tous ces petits trucs. En fait, c'est la mesquinerie de Chris Paul qui m'a toujours déplu dans dans un truc où il y a 18 000 caméras sur toi et d'arriver à faire croire que tu vas arriver à faire croire que voilà. Bon. Mais écoute, pour continuer dans ton sens et changer un petit peu, parce que là, c'est surtout les meneurs qui en prennent plein la Ouais, tête. mais Et grave. ceci, Ah c'est ouais. un ancien meneur que je vais sortir. Moi, c'est Doc Rivers, en fait. Doc Rivers, je peux pas. Je peux absolument pas. Et d'ailleurs, je voulais sortir la punchline, mais faut que je la rende à Antoine Pimel, hein. Mais d'ailleurs, il est docteur en quoi, lui? Donc, c'est Glenn Rivers. Faut le rappeler. Donc, Glenn Rivers. C'est le loose euh, doctor. oui, exactement, exactement. Que je trouve. Ah, c'est pas tant qu'il est surcoté. En fait, ce qui me dérange le plus avec Glenn Rivers, c'est quoi qu'il arrive, rien n'est jamais de sa faute. Jamais rien n'est de sa faute. Bien sûr. On se rappelle
la manière dont il a poussé Ben Simmons sous le bus après les échecs à Philadelphie, en partant une fois que les C'est lui Sixers. qui a commandé le bus, hein, je te Ah, je sais que il le tenait près de la porte. Il disait, attends, il faisait un signe au chauffeur pour juste au moment où Ben Simmons allait sortir des vestiaires. Et même chose après son éviction de Philadelphie. Derrière, il met toute une tartine à James Harden. Alors, certes, mérité, j'en conviens. Mais malgré tout, il y a un moment, jamais le mec se remet en question. C'est quand même l'entraîneur qui, dans toute l'histoire de la NBA, a perdu le plus de séries après avoir mené 3-1 ou 3-1, 2-1, je crois, si je ne me trompe pas. 3-1, 3, 3-1, 3-1. ouais, 3-1, c'est ça. Mhm. Et en fait, quand il te raconte ça, il dit ouais, mais bon, quand on dit ça, on oublie de souligner le fait qu'on a mené de 3-1. Donc, Non. il faut me rendre le mérite que ça. Enfin, faut qu'on me rende qu'on me rende hommage parce que j'ai mené des équipes à mener 3-1. Et à un moment, c'est bon, quoi. Donc voilà. Et Ouais. d'ailleurs, quand tu vois un petit peu, tu sais, je trouve que la meilleure stat, en fait, la stat qui décrit le mieux James Harden, et c'est peut-être aussi celle qui décrit le mieux Doc Rivers, c'est le début des Sixers cette saison-là. Sans Doc Rivers, sans James Harden, qui font leur meilleur début de saison depuis je sais pas combien de temps. Bref, Doc Rivers, Ils sont beaux à avoir joué en plus. not my kind of guy. Ouais, oui, carrément, carrément, carrément. Et, Moi, j'ai. non, je replace une. Excuse-moi, je finis. Vas-y, je t'en prie. Haute stat quand même, je rappelle que, ok, Doc Rivers, champion avec les Celtics, bravo, hein, dans une équipe qui était quand même un peu en mode autopilote avec une défense pilotée par Tom Thibodeau. Mais au bout du compte, aux Clippers, il n'a pas fait mieux que Vinny Del Negro et aux Sixers, il n'a pas fait mieux que Brett Brown. Voilà. Ça, il se cache bien de le dire. Autre joueur dont je me sens guilty de ne pas prendre du pleasure en le regardant, c'est Jason Tatum. C'est incompréhensible. Je n'arrive pas à me passionner et à kiffer ce joueur qui est potentiel. Alors chaque année, on le dit, et cette année, vous en avez parlé dans les previews de la saison, normalement potentiel MVP, histoire de. Parce que si on met un joueur américain qu'ils en ont marre de mettre des Européens, ce serait lui le premier qui pourrait sortir. Mais c'est curieux, je n'arrive pas à prendre du plaisir et à kiffer Jason Tatum. J'aime bien regarder Jalen Brown, mais Jason Tatum m'emmerde profondément. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'en ai marre de voir son gosse tout le temps aussi au milieu, au début du terrain. Mais je n'arrive pas à kiffer Jason Tatum. Je sais pas. Je sais pas. Faudra m'expliquer pourquoi. Tu vas Mais peut-être avoir la solution. non, c'est marrant parce que j'ai hésité à le mettre. Alors, moi, c'était pas tant là-dessus, en fait. C'est que ça va paraître absurde ce que je vais dire, mais c'est un joueur extrêmement talentueux, vraiment, Extrêmement. Bah oui. extrêmement fort, et pourtant parfois à la finition, j'ai l'impression qu'il manque de talent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand il va en pénétration, il y a des tirs qu'il rate après contact, où j'ai l'impression qu'un mec de ce statut-là ou de ce talent-là devrait mettre à chaque fois, tu vois, que ça soit des N1 où vraiment il y a faute, ou juste des tirs un petit peu contestés. Donc c'est très exagéré, hein. Je retire rien, vraiment. Bien Voilà, sûr. il est bien parti Évidemment. pour être MVP, il a un talent de malade. Mais comme toi, en fait, souvent, j'ai l'impression que, je sais pas comment dire, il en laisse, c'est comme s'il laissait des choses sur la table, quoi. Tu lui dis de débarrasser, c'est comme ton gamin à qui tu dis de tout débarrasser, et puis tu arrives, tu dis, bah, il a pas débarrassé ça, il aurait pu débarrasser ce truc en là en plus, tu vois. J'ai l'impression je sais pas, que c'est peut-être parce que les choses sont trop faciles aussi, et peut-être qu'il est trop talentueux à mes yeux, mais comme toi, j'aime le joueur, je le trouve fort, et en même temps, il me manque un truc pour moi. Ouais, peut-être un peu trop lisse par rapport au personnage qu'on a l'habitude de voir à ce poste-là. C'est peut-être ça aussi. On sait de qui il revendique l'héritage, hein. Il parle de Kobe, il parle de ce genre-là. Et c'est vrai que c'était des joueurs beaucoup plus, avec beaucoup plus d'aspérité, etc. Peut-être qu'il est un peu trop pot de yaourt dans sa manière d'être, un peu trop neutre, je sais pas. Mais je suis content que toi aussi, tu vois, tu n'arrives pas non plus vraiment à me dire pourquoi, mais je sais pas, je ne m'enthousiasme pas. Je reconnais le talent, mais je ne m'enthousiasme pas pour Jason Tatum. Ouais, bah écoute, et ça va paraître complètement fou ce que je vais te proposer maintenant là, c'est un petit peu dans la lignée des intérieurs défensifs que j'aimais beaucoup. Il y a aussi les arrières ou les ailiers polyvalents qui faisaient un peu de tout. Et donc, dans ma liste quand même de joueurs
avec lesquels j'ai le plus saoulé comment dire, mes collègues ces 15 dernières années. Il y a quand même des gars donc, comme Eddie Jones, donc sans doute la plus grande star des mecs que je vais citer ensuite, mais des gars comme Mike Dunleavy Jr. ou Kirk Heinrich. Je peux te dire que mes collègues en ont eu marre de m'entendre parler de ces mecs-là à longueur de temps, en disant mais on parle jamais d'eux, pourtant ils font plein de trucs, ils sont forts en défense, ils mettent des shoots, bref, ils font un peu de tout. Voilà, j'adore les mecs un petit peu de l'ombre, tu sais, qui font le boulot, et c'est pour ça que dans la NBA actuelle, des mecs comme Herb Jones des Pelicans, bah, j'aime beaucoup, et c'est aussi pour la raison pour laquelle j'adore Bilal Koulibaly, à qui je souhaite de faire une meilleure carrière que tous les mecs que je viens de citer, mais voilà, j'aime beaucoup les mecs qui défendent fort et dur et qui font plein de choses, même si c'est pas flashy ou même si ça se voit pas directement dans la feuille de stats. Mais tu sais, je te parlais tout à l'heure de once a fifth, always a fifth. Tu te rends compte qu'en fait, euh, tous ces joueurs qui déconnent dès le début et qui se font passer pour des clowns dès le début, finalement, quoi qu'il arrive, on a beau dire, ouais, ils vont prendre en âge, mais tu te rends compte qu'un mec comme J.R. Smith, comme Nick Young, par exemple, même un mec comme Gilbert Arenas qui déconnait dès le début, et finalement, ça revient après. Et puis, là, tu me parles de Jordan Poole, Kuzma, tout ça, mais finalement, ils s'en sortiront jamais. C'est fini. Le cerveau n'est pas là. Les images des temps morts et tout, enfin, c'est inhalu. On a parlé déjà de plein de joueurs, notamment dans nos vilains et des joueurs qu'on n'aime pas. Moi, j'ai jamais aimé, par exemple, des Paul Pierce, des Garnett, etc. Par exemple, mais un joueur que j'ai beaucoup, j'ai peu aimé et que maintenant je me mets à beaucoup aimer, c'est Russell Westbrook. Déjà parce qu'il m'a fait de la peine l'année dernière. Je trouvais que c'était très injuste de lui coller tous les malheurs des Lakers sur le dos. Euh, Ça l'a bloqué complètement. Tu nous en as parlé quand tu l'as vu en 2012, l'animal physique que ça peut être et le joueur exceptionnel parce que faire des années comme il a fait en triple-double, on passe là-dessus, mais voilà, pour moi, ça fait partie des grands joueurs de l'histoire. Euh, mais le fait qu'il prenne toujours pour tout le monde, là maintenant, il prend pour, bientôt, tu vas voir qu'aux Clippers, on va dire que c'est sa faute, qu'il est plus c'est lui qui déséquilibre l'équipe, etc. Et c'est sûr qu'il va être poussé vers le banc, alors qu'il faisait un bon début de saison. Et je trouvais qu'il avait enfin retrouvé sa place. Et puis, on se rend compte qu'en fait, ça a l'air d'être un coéquipier assez attachant, plutôt agréable. Il est toujours là en conférence de presse, il est toujours agréable, même si on l'appelle Westbrick, etc. Il se défend parce qu'il a besoin de se défendre, mais voilà, je trouve que c'est un personnage finalement que j'ai appris à mieux aimer, à mieux connaître. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un personnage attachant dans l'NBA encore aujourd'hui. Ah bah écoute, je ne peux qu'aller dans ton sens. Moi, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé ce joueur. Même, alors, je comprends bien hein, toutes les limites de son jeu, toutes les critiques bon, qui ont longtemps été d'ailleurs assez justifiées au sujet de son style de jeu. Mais au bout du compte, je crois que je préférerais toujours un gars qui fait des erreurs, mais qui va se dépouiller sur le terrain, mettre son énergie à 2000% pour essayer de prendre le match, que d'autres types de joueurs. Donc moi, j'ai toujours beaucoup aimé Westbrook. Je t'avoue, comme toi, en fait, j'étais dégoûté de voir comment ça se passait aux Lakers. Quand il est arrivé, ce que je disais à Shai et Anton, je trouve qu'il avait une bonne tête à chapeau à qui on allait pouvoir faire porter la responsabilité du trade si ça marchait pas. J'étais ravi de voir son impact en playoff l'an dernier avec les Clippers. Il a reprouvé à nouveau que c'était un joueur qui pouvait toujours apporter à des équipes. On va pas faire toute une partie du podcast là sur les Clippers parce que la situation est assez dramatique et compliquée. Mais comme toi, en fait, ce qui est fou, c'est que je pense que s'il y a un mec qui doit sauter ou qui doit se retrouver sur le banc ou qui doit bouger, ça va certainement être Toujours lui. lui. Parce que ça prouve que ça doit être un mec plutôt sympa Mon, et qui dit rien, quoi. mon grand regret, c'est qu'il soit pas resté à OKC avec Steven Adams, dont je te parlais tout à l'heure. Bien sûr. Là, tu vois, j'aurais préféré quand Kevin Durant et James Harden sont partis à tour de rôle. Moi, j'aurais vraiment rêvé qu'ils restent sur place. Même la saison qu'ils ont faite avec Paul George et Steven Adams. Là, moi, j'aimais vraiment beaucoup cette Ah, moi équipe, aussi, ouais. du Thunder. Bon, il en est autrement, mais ouais, moi aussi, j'ai beaucoup d'affection pour Russell Westbrook. Qui d'autre tu as, toi, dans ta liste? Alors écoute, j'ai pas mal de choses. De quoi je pourrais te parler? Bon, allez, si, quand même. Je vais parler un peu de Kobe. On en avait parlé déjà par le passé. Moi, j'ai mis très très longtemps avant d'apprécier le joueur. Alors, pas sur le talent, encore une fois, hein. Le talent, il est indéniable, il l'a toujours été. Mais finalement, moi, la version de Kobe que j'ai préférée, c'est celle de la fin. Celle où j'ai eu le sentiment
qu'il finissait par accepter son rôle de vilain ou de connard. Alors, on met des guillemets, hein, je dis ça avec beaucoup de respect, sur le terrain ou en dehors. Une fois que j'ai eu le sentiment qu'il disait, bon, allez, je vais être comme je suis, et puis tant pis si les gens m'apprécient ou pas, c'est là que j'ai vraiment commencé à beaucoup plus l'apprécier. Et puis, bon, après, ce que j'ai forcément toujours aimé, c'est quand même sa palette offensive. Je continue de dire que pour moi, pour un deuxième arrière, j'ai jamais vu un deuxième arrière avec une palette aussi complète. Autant je pense pas que les comparaisons avec Jordan soient justes au final, autant sur la palette de ce qu'il était capable de faire sur un terrain, je pense qu'il y avait aucun move qu'il était incapable de faire, Kobe, en match ou à l'entraînement ou autre. C'est un joueur hors norme. Et j'ai vraiment bien aimé sur la fin. Et c'est pour ça que même après, même après avoir pris sa retraite, ce qu'il commençait à faire pour la WNBA, les choses qu'il faisait du côté du cinéma et tout ça, je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai aimé sur la fin, au bout du compte. Je pense aussi que les défaites lui ont permis de réaliser un certain nombre de choses. Moi, j'ai adoré sa complicité avec Pau Gasol. Voilà, c'était un duo qui fonctionnait à merveille, qui venait de deux endroits complètement différents et pourtant qui ont réussi à se retrouver. Quand tu vois Pau qui parle de Kobe aujourd'hui, t'as limite des frissons ou les larmes aux yeux tellement ces mecs-là étaient proches. Donc voilà, donc pendant longtemps c'était compliqué, mais sur la fin j'ai vraiment beaucoup aimé le joueur sur la fin. Là, oui, mais il tape fort, c'est quand il fait la pub Nike où tu as les gars qui l'insultent dans le public et où il y a la chanson I've been hating you so long et tu as tous même t'as des anciens joueurs des Celtics, tous ceux qu'il a battus plusieurs fois, donc il a pris du second degré sur ce côté parce que les premiers gros haters de la génération Internet, etc., ils sont tombés sur lui avant de tomber sur le LeBron derrière. Mais moi, Kobe me fait penser alors, rien à voir, à Jacques Chirac. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'était, durant sa carrière, un animal, l'un politique, l'autre sportif, prêt à tout, à écraser tout le monde, pas vraiment fréquentable, et un sale connard sur plein de points, sur certainement la manière dont il avait géré de manière un peu tyrannique ses équipes. Et puis une fois qu'ils se sont arrêtés, le mec gentil, tu vois, comme Chirac, le papy super gentil qui fait rire tout le monde, euh, qui, pour qui on a de la tendresse, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on a grandi avec lui et tout. Et Kobe, c'était un petit peu pareil, justement, ce côté, ce sage, tu vois, qui arrive, qui a pris du recul, qui a le sourire tout le temps, qui s'occupe du basket féminin, qui était prêt à faire des milliers de choses pour sa fille et tout, et qui est parti. Je me suis retrouvé vraiment, hein, le cœur brisé ce 26 janvier ou 24 janvier, 26 janvier, je crois. Mais vraiment, c'est-à-dire complètement atterré en regardant cet hélico, en me disant il va sortir de l'hélico avec les enfants comme ça. Bon, certainement encore plus marqué par la tragédie avec le fait qu'il soit avec son enfant, parce qu'on a des enfants du même Ouais. âge. Moi, j'avais une fille qui a exactement l'âge de Gigi, donc ça m'avait transporté vers des images absolument horribles. Mais et je me suis surpris à être autant touché par le départ de Kobe qu'en fait, je me foutais un petit peu de sa carrière parce que je trouvais qu'il avait été moyen avec les Lakers en début des années 2000, moyen avec les Lakers après parce que son contrat a flingué la franchise pendant des années. Il me faisait marrer quand il y avait cette fameuse histoire où tu sais, il gagne les Lakers, il y a Nick Young avec Jeremy Lin Ah derrière oui. et je ne sais plus qui gagne un match sur 12 et lui il est chez Jimmy Kimmel et il tire une tronche, c'est à mourir de rire. Mais j'ai été surpris d'être autant marqué, d'avoir l'impression de perdre un copain et un type qui finalement a le même âge que toi, qui en dehors de ça s'occupe de sa fille, amène sa fille au basket et voilà, et il amène sa fille au basket et il meurt en emmenant sa fille au basket avec sa fille. Moi, ça m'avait, mais vraiment, hein, mais j'en avais culpabilisé d'être aussi triste. Ouais, mais Vraiment. Hein. comme toi, moi j'avais été super étonné d'être aussi touché en fait. Ah, moi, Voilà, pareil, après, j'étais. bon, c'était quand même, personne ne pouvait s'attendre à un tel drame. Comme tu Non, l'as dit, hein, le fait qu'il y ait sa mais fille, de qu'il y ait l'injustice, il y en a tous les d'autres jours. gamines, On voilà. voit des Non, t'as horreurs tous raison, les jours. Mais t'as c'était raison, ouais. curieux d'être aussi triste. Tu me parles de Kobe, moi alors il y en a plein. Hein. Par exemple, moi j'aimais bien Vernon Maxwell, qui était Mais une oui, grosse Mad tête de Max. nœud, Mad Max, mais qui était un cancer dans une équipe. Qui a d'ailleurs, tout le monde pense qu'il a fait le doublé avec Houston, pas du tout. Il s'était fait dégager. Alors tout le monde dit que c'est pour le trade pour Clyde Drexler, mais il s'était fait dégager parce qu'il avait été infect etc.
J'avais bien aimé Tyler Hansbrough également, Ah tu oui, te rappelles? Duke, Psychotic bien avec, sûr, avec les qui yeux était, de psychopathe. avec les yeux de psychopathe qui était aux Pacers. Mais moi, il y en a un que j'ai envie de détester, mais qui j'aime bien, c'est Pat Beverley, en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment, il me fait marrer déjà. Et je me suis surpris à le kiffer quand il est arrivé à Chicago. Moi, je suis un supporter des Bulls. Et quand il est arrivé, j'ai dit non, putain, pas lui. Et en fait, tu te rends compte qu'il te met une énergie et que c'est vraiment team first. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hmm. C'est-à-dire qu'il a, quoi qu'il arrive, son maillot, même s'il le porte 6 mois, un an, mais il a son maillot mais chevillé au corps, quoi. C'est-à-dire, la, la, je suis persuadé que sa joie quand il se qualifie en playoff avec Minnesota, où il monte sur la table et tout, elle est réelle. Et je me dis que là, je sais pas si tu as vu, il a réagi à la bagarre avec Draymond. Ouais, si, j'ai vu. Voilà. Et il dit qu'il tombe sur Carl Anthony Towns et Anthony Edwards en disant, mais les gars, et vous restez en retrait, vous n'allez pas protéger votre pote, je comprends pas. Personne va protéger Rudy. Et je pense que ce Pat Beverley, on parlait la semaine dernière de Malice at the Palace, mais lui, écoute-moi, il aurait fini dans les grades. Il serait toujours. Il serait toujours, mais il aurait, mais je pense, pour aller défendre ses potes. Et je trouve que c'est vraiment alors, il est ultra limité. Hein. Je trouve que tout le monde a dit, il se prend pour un gars. Mais c'est un petit poil à gratter, marrant. Je trouve que c'est son bif avec KD marrant. Les joueurs le respectent, ça se voit, parce que quoi qu'il arrive à la fin, bah, il tape dans la main de tout le monde, etc. Le show se termine, les lumières s'éteignent, tu vois, il est copain avec tout le monde. Je trouve que c'est un personnage assez particulier et je me suis surpris à l'aimer et j'avais un peu les boules de l'aimer parce que c'est quand même sacré fouteur de merde. Mais voilà, c'était un personnage, je trouve rigolo. Ouais, bah, en fait, moi j'ai beaucoup aimé son début de carrière. En fait, je l'avais vu jouer avec Olympiakos. C'est comme ça que je l'avais découvert là quand il n'avait pas été drafté. Et je m'étais dit, mais il est vraiment fort. Il mettait une pression tout terrain, etc. C'est ça. Et j'ai beaucoup aimé ses débuts. Moi, ce qui me fatigue un peu, c'est quand même ses déclats en dehors. C'est plus quand il en Oui, fait trop. Tu vois, même son coup où il bouscule Chris Paul dans le dos, tu vois, je trouve ça dangereux. Ça n'a pas l'histoire de vraiment de l'appareil sens. photo, c'est drôle. Quand il montre à Oui, l'arbitre ça, non, ça, très bien. Ça, c'est ça, franchement, je pense que tous ceux qui ont déjà joué au basket auraient rêvé de pouvoir faire ça après un coup de c'est sifflet, clair. aller voir l'arbitre en montrant la photo. Tu dis, mais qu'est-ce que t'as sifflé là? C'était magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le genre tu sais, c'est le genre de faute technique. Tu sais que tu vas la prendre, tu sais que tu vas avoir une amende, mais tu sais, ouais, non, franchement, celle-là a valé le coup, quoi. J'ai bien C'est fait de clair. la prendre. C'est clair. On va peut-être en un dernier avant qu'on passe à Non, d'autres on peut passer à d'autres trucs, ouais, c'est cool. catégories. Ouais, ouais. Vas-y. Alors, juste parce que tu vas me dire, c'est ma spécialité dans les sneakers. Moi, pareil, il y a des modèles que tout le monde aime et que moi, n'aime pas. J'aime pas et j'en profite pour saluer mes potes Geoff et Lionel qui vont me tomber sur la gueule, mais je déteste la Jordan 11 Cool Grey, voilà, qui est un banger absolu. Tu vois ce coloris tout Ouais. gris là. Je sais pas, je pourrais jamais mettre cette chaussure. J'aime pas du tout ce modèle. Toi, est-ce qu'il y a des modèles que tout le monde aime et que toi, tu n'y arrives pas du tout? Bonne question sur des modèles de sneakers. Attends, parce que là, je m'étais pas du tout posé la question. Je suis pas vraiment un sneakerhead. Non, j'en ai pas qui me viennent comme ça parce elles sont hyper. Celles que je veux dire que j'aime pas, je pense que c'est classique quoi. C'est le modèle d'Adidas pour Kobe dont on avait parlé là, qui ressemblait à une Audi Ouais, TT. Je me suis dit, mais c'est quoi ce grille-pain là? C'est pas possible. Il y avait. Non, je crois qu'il y en a. Non, en fait, celles qui me viennent en tête, je pense pas que ce soit des chaussures qui soient appréciées par la masse, quoi. C'est des chaussures qui étaient objectivement moches ou ratées, quoi. moi, je déteste les Fomposite parce que je les aime trop et qu'elles sont tellement chères qu'elles me flinguent le budget à chaque fois. Donc, j'espère qu'un jour, Nike dira on arrête avec ça. Comme ça, moi, ça me rend service. Tu seras moins frustré comme ça. Dans la musique, est-ce que tu as des guilty pleasures? Ouais, alors j'en ai un qui est assez marrant, entre guillemets, parce qu'au bout du compte, quand 50 Cent a débarqué, j'ai trouvé extrêmement surcoté son premier album. Là, à l'époque, je bossais un peu dans la presse musicale et j'ai eu de longues discussions avec Sindanu Kassongo, qui travaille aujourd'hui à BET France, et à qui je passe le bonjour, là, à qui on avait des discussions assez enflammées où lui, il était plus pro 50. Moi, je comprenais pas qu'on en fasse autant autour de ce mec-là, etc. Au bout du compte, j'aime beaucoup son premier album. C'est vraiment, c'est vraiment un album que je mets mais quand je suis tout seul parce que tu sais, je dis, j'ai trop mal parlé sur lui pendant des années. Je peux pas reconnaître aujourd'hui. Voilà mais ouais, Get Rich or Die Trying avec le recul. Ouais, non, classique et voilà, c'est vraiment un de mes guilty pleasures
de musique, mais faut pas trop le dire, surtout si Sin m'écoute, là, j'espère qu'il va pas m'envoyer une équipe. Alors moi, Théo, tu sais que j'ai une émission de radio de black music, donc qui fait l'apologie de la culture hip-hop depuis 16 ans maintenant. Et alors, que les auditeurs s'assoient. Et surtout, n'allez pas commander des sarbacanes avec avec des fléchettes empoisonnées, des trucs comme ça. Mais figure-toi que j'ai beau tenter, je n'ai aucune émotion avec Biggie. Aucune. C'est-à-dire que je ne le mets même pas dans un top 5, top 10, même pas top 10 de mes rappeurs préférés. Je n'ai aucune émotion à Biggie. Euh, je reconnais le talent, pareil, c'est pareil, mais enfin, je ne vais pas dire que c'est un mauvais MC, etc. Ça n'a aucun sens. Mais je trouve que au moment où on faisait les débats, je trouvais qu'il y avait. Je comprenais pas le débat Tupac Biggie. Pour moi, c'était. Mais alors pourtant, je suis plus un amateur du hip-hop East Coast, tu vois. Je suis vraiment plus New York que LA à ce niveau-là. Euh, je suis beaucoup plus touché par le son new-yorkais, beaucoup plus jazz, etc., que le son californien, euh, plus funk. Mais voilà, autant j'adore Nas, j'adore Jay-Z, j'adore ces choses-là, mais Biggie, je trouve que il représente pas, alors qu'il représente New York, bien sûr, mais j'ai jamais mis dans l'équation. C'est curieux, hein, Non, mais impossible. je comprends beaucoup, hein, et j'ai pas mal de potes qui sont comme ça, et moi en partie, en fait. En fait, ce qui est compliqué avec Biggie, comme pour Tupac, en fait, c'est que je comprends finalement. La question se résume souvent à eux deux parce que ils sont morts tellement jeunes dans Oui, des voilà. situations tellement tragiques qu'il y a ce côté un petit peu où tu deviens un intouchable. Moi, je trouve que, en fait, j'aime beaucoup le premier album Ready to Die de Biggie. J'ai adoré cet album, mais c'était pas mon album préféré de l'année ou de ces années-là. Ça reste un album que je réécoute régulièrement. Je trouve qu'effectivement, son talent se ressent dans le sens où sa voix a très bien vieilli. Tu sais, il y a eu des tonnes et des tonnes de remix de ces morceaux où les gens prennent les acapellas, les collent sur des instrus. Et en fait, ça marche quasiment toujours. Enfin, à moins que les prods soient éclatés, mais ça marche très souvent. Et ça, je trouve que c'est quand même voilà, une vraie marque de talent. Oui, Mais bien sûr. par contre, je te rejoins un petit peu sur le côté où je pense que finalement, leur mort prématurée à tous les deux, on a vraiment fait des espèces de symboles ou d'icônes. Je ne sais pas si ça aurait forcément été le cas si leur carrière avait pu. Je pense que Tupac aurait eu une carrière de folie, tu vois, peut-être même sans doute plus proche de celle de. Je pense qu'il aurait. Tu vois, j'allais dire plus proche de celle de Will Smith dans le sens où je pense il Oui. serait retourné au cinéma, il aurait fait des Il aurait été films, plus etc. pop. Je pense qu'il aurait été Voilà, plus pop à un moment donné. Ouais. voilà, exactement. Biggie, je sais pas trop quoi. C'est vrai que aussi il y avait autour de Biggie, il y avait tout l'imagerie Bad Boy, Puff Daddy, et qui était pas du tout la mienne ou celle qui me touchait moi personnellement. Bien Donc sûr. non, je te comprends carrément là-dessus. Merci. À toi de jouer. Ouais, moi j'en ai un autre. Alors plutôt toujours dans les guilty pleasures, c'est qu'en fait, moi j'ai un amour quand même pour le gangsta rap, mais vraiment, vraiment hardcore. Ce qui fait que l'autre fois, non, les dernières vacances, là, je devais prendre la route tout seul et je me suis tapé un road trip en me mettant du Ghetto Boys à fond dans la voiture, en mettant du Scarface à fond dans la voiture, en mettant même, et alors ça, c'est plus pour les anciens à l'ancienne. Team Dog, je sais pas si vous, Le, j'en profite pour sortir cet album de le Team Dog plateau, il est exceptionnel. Il est encore totalement plus droit que les lunettes. improbable avec le morceau star dessus qui s'appelle Fuck Compton. C'est un rappeur du Bronx qui avait sorti, qui avait voulu se faire NWA, donc ça date de 91, hein, c'est pas tout jeune. Mais voilà, parfois, tu sais, il y a des fois où les paroles sont d'une espèce de brutalité et de stupidité telle que ça en devient de l'art. Bah, Team Dog, c'est ça, quoi. Limite, c'est du 12e degré. Tu peux écouter ça comme une bonne parodie de rap. Par ailleurs, c'est quand même bien produit, etc. Bref, j'adore ce genre de truc, mais ça, je mets pas ça quand je suis dans la voiture avec ma famille ou avec, avec mes enfants. Je me garde ça pour quand je suis tout seul. Moi, avant de vous donner mon vrai guilty pleasure, parce que j'ai un peu honte, mais bon, après tout, il y a là, comme on dit, j'ai honte de ne pas être un grand fan. J'adore ses prods sur Slum Village. J'aime pas, je kiffe, j'ai jamais kiffé ses albums solo. Tu as l'affiche derrière toi de Rough Draft. Donuts, c'est pareil. Je me suis jamais tapé le cul par terre en écoutant J.D. là. Voilà.
Je sais pas pourquoi. Alors c'est aussi parce que je suis pas très sensible aux albums de pur beatmaking avec des petits skits d'une minute 20, 2 minutes, etc. Peut-être que pareil, Madlib en a fait un paquet quand il faisait ses beats conducta là, sur l'Inde et tout, parce que ça me frustre en fait. En fait, je Hmm. pense que c'est ça. Je suis toujours frustré que ça dure pas assez longtemps, qu'il n'y ait pas une voix qui rentre à un moment donné. Voilà, j'ai jamais été un grand kiffeur de Jay Dilla solo. Attention, hein. J'ai toujours kiffé toutes les prods qu'il a fait pour tout le monde. Ça c'est du bonheur. Mais solo, c'est pas. D'ailleurs, je les ai écoutés souvent, mais tu vois, c'est Rough Draft et Donuts, je les ai même pas. Et c'est Ok. vraiment pas des disques que si j'arrive chez un disquaire et je le vois, où je me dis, ça, il faut quand même que je l'ai. Alors que c'est une hérésie, c'est quand même un disque à avoir dans une discographie hip-hop, mais c'est pas, je me dirigerai pas là-dessus en premier. Voilà. Ouais, bah, c'est marrant parce que tu sais, on parlait tout à l'heure de Kobe. J'ai Moi, pas raison, hein, attention, ne me défoncez pas sur les commentaires. tu vas prendre cher. Je les entends. Les mecs de Ne me Détroit, dis- ils vont trouver ton C'est adresse. c'est juste un ressenti. Encore une fois, Théo et moi, on ne remet pas en cause le génie, on remet en cause un ressenti. Et c'est 100% subjectif et 200% mauvaise foi aussi. On parlait tout à l'heure de la disparition de Kobe. Moi, la première disparition d'une célébrité qui m'a touché et dont j'ai été surpris, c'est la mort de JD, en fait, justement, où j'ai été épaté. Je m'attendais pas du tout à ce que ça me touche comme ça. J'avais été voilà, hyper marqué par sa disparition. Moi, je t'avoue que je suis quand même un gros fan de JD et JD là. Depuis Running de Farside, je me dis, mais Bien c'est qui ce sûr, gars mais qui fait ses c'est pour ça prods? que je vous dis, les prods sont folles, mais c'est Absolument. juste le Mais tu as solo. raison de le préciser parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que je tr- malheureusement, ou enfin, je sais pas comment dire, mais après sa disparition, il y a tout un tas d'albums de justement, tu parlais de beatmaking, d'instrus qui sont sortis. C'est moi, je mets ma main à couper, c'est pas des disques qu'il aurait sortis lui s'il avait dû donner son aval en fait, parce qu'en fait, c'était juste ces fameuses beat tapes qu'il envoyait aux rappeurs pour qu'ils choisissent, mais derrière, c'est pas des produits finis du tout. Donc je comprends ce que tu veux dire à ce sujet, Pierre, je comprends complètement. Voilà, après, il y a un... Parfois, en fait, pour JD, il y a des morceaux, c'est pas tant... Certains, j'adore, mais parfois, en fait, c'est juste, je comprends pas comment il a fait la prod. Tu sais, j'ai beau avoir Ah l'original oui. dans une main, j'écoute ce qu'il en a fait, mais j'arrive pas à comprendre le processus qui fait qu'il a su qu'il allait prendre ce petit morceau, ce petit morceau, ce Oui. petit morceau, ce petit morceau, et recomposer un truc qui est 100% à lui. Je pense que c'est vraiment, tu sais, je le vois malgré tout comme un authentique génie tel qu'on peut tel il en a existé parfois. C'est des gens qui sont tellement obsédés par ce qu'ils font, qui sont tellement à 2000% dans ce qu'ils font qu'ils arrivent à faire des choses que personne d'autre n'aurait pu faire. Et une des choses, tu vois, que je trouve les plus marquantes pour JD, c'est que pendant des années, les beatmakers ont essayé de reproduire des choses que faisaient les musiciens. JD, c'est le premier gars où c'est les musiciens qui ont essayé de faire des choses que faisait un beatmaker. T'entends parler des mecs comme c'est fou, Robert Glasper, qui t'explique Bien qu'il a sûr, réappris à jouer c'est en ça. écoutant JD, ou même Questlove de The Roots, qui t'explique que Questlove The Roach pendant, cherchait à faire le son de JD, ouais. Et voilà, que pendant des Son années, piccolo, il est calé là-dessus, hein. voilà, et que des musiciens, ou même, je trouve plus son nom de famille, son nom de famille c'est McCraven, un batteur de jazz là, de Makaya McCraven. exactement, merci, dont les disques sont superbes d'ailleurs, je vous encourage à les écouter, qui pareil va t'expliquer que c'est un batteur reconnu dans le monde du jazz partout, et il va te dire dans ses influences, au même titre qu'il pourrait te dire Art Blakey ou tu vois, ou des mecs comme ça, il va te dire ah non, JD c'est une inspiration pour moi. Et c'est fou comme le travail de JD, qui est un travail très binaire, hein, dans le sens où c'est du poum clac, tu vois ce que je veux dire, a été repris par énorme, et je pense un des beatmakers les plus repris par les jazzman actuels, les plus jeunes. Il y en a un qui est un trompettiste de génie français qui s'appelle Antoine Bergeau, qui a d'ailleurs fait un projet avec Maca McCraven, et qui, lui, alors c'est du jazz vraiment pointu, hein, pas accessible à tout le monde, on va dire, mais il a malgré tout dans son disque un morceau qui s'appelle JD, où il reprend les prods jazz de J. Dilla, qui sont elles-mêmes, enfin, tu vois, c'est un univers qui se regroupe, recoupe, etc.
Et c'est certain, mais encore une fois, l'héritage de ce garçon est immense et Ouais. je pense pendant encore des dizaines et des dizaines d'années. Et quand je te dis, c'est vraiment un déchirement parce que je m'en veux de ne pas kiffer en fait Donuts et Rough Draft de la manière dont je devrais le faire. Pourtant, encore une fois, les albums de Slum Village, etc., et les Soulquarians, quand ils tournaient avec D'Angelo, etc., disaient qu'ils travaillaient le son de JD parfois. Il laissait tourner ses prods pour essayer de travailler le même son, et même Pino Palladino qui le disait. C'est quand même incroyable. Mais et tu vois, c'est vraiment le terme, c'est ça, c'est je m'en veux de ne pas arriver vraiment à kiffer le solo. Encore une fois, je Hmm. le précise. Allez, moi j'en ai deux autres. Alors tout à l'heure, je parlais des trucs que je joue pas quand je suis avec mes enfants. Pour le coup, c'est l'inverse en fait. C'est deux, deux trucs voilà, que je regarde et que j'ai regardé des tonnes de fois avec mes enfants. C'est je suis retombé sur cette série Sherlock Holmes de mon enfance, à moi, et qui est en fait juste incroyable. C'est Et pas je, guilty pleasure, ça. ben, un petit peu, parce que c'est pas tout le monde, tu vas te vanter, dire ouais, moi je regarde Sherlock Holmes avec mes enfants, toi c'est pas le premier truc que tu dis quand t'arrives au basket. Mais au bout du compte, moi, gamin, j'avais pas capté que c'était Miyazaki qui avait Je réalisé sais pas. les dessins de ces dessins animés. Et en fait, bah, c'est tout l'univers Miyazaki mis au service de Sherlock Holmes. Je trouve que ça fonctionne toujours à merveille. Donc là, bon, c'est vraiment de la niche, hein, si vous n'êtes pas encore daron ou daronne, ou si ça vous intéresse pas, c'est peut-être pas pour vous. Mais voilà, ça c'est vrai kiff. Et l'autre truc, un film qui plus d'une fois m'a mis la larme à l'œil, je te l'avoue, Pierre, notamment la première fois que je l'ai vu, Je crois que c'est c'est Rookie. Wally. Pas loin, hein, pas loin. Wally, que je Ah, trouve ouais, allez, incroyable. évidemment, C'est évidemment. au-delà d'être un film pour enfants, en termes de, tu sais, de film d'anticipation, t'as l'impression qu'on a les pieds en plein dedans. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film de génie au bout du compte. Donc je te le dis à toi parce que je te dis encore une fois, on est juste entre nous, mais je le répéterai à personne. Mais Wally, c'est top. Si vous voulez faire chialer Théo, vous le mettez au Wally. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais attends, la scène d'ouverture de là-haut, avec les petits yeux, c'est pareil. Ah bah Là, oui. tu peux couper des oignons et faire croire que c'est ça, hein. Ah bah, Euh, c'est clair. Moi, mon vrai guilty pleasure, le vrai, l'ultime, mais vraiment, hein, où là, j'ose pas ces derniers temps, j'avoue, hein, je kiffe Dua Lipa. Putain, le coming out en direct sur Mais l'antenne de Hoop Culture. c'est pour te dire que dans Hoop Culture, on ne recule devant rien, devant aucune honte, devant quoi que ce soit. Alors là, son dernier single, il est acheté par terre, je suis d'accord, je le mettrai dans la poubelle avec Draymond et je l'enverrai à Tombouctou, certainement, comme dans les Aristochats. Mais pour dire qu'on regarde aussi les Aristochats, ça fait partie des bonheurs de la vie. Mais je sais pas pourquoi, j'ai kiffé le son disco, funk de Dua Lipa qui avait été amorcé à un moment donné par Jamiroquai quand il avait pris son virage disco Ouais. à l'anglaise, abandonné après parce que c'était plus la mode. Et j'ai trouvé elle est anglaise elle aussi, donc il y a une démarche, puis je la trouve assez marrante, etc. Et il y a une démarche disco assumée là-dessus, voilà, qui fait que Dua Lipa, son dernier album, là, de Future Nostalgia, j'avais trouvé que c'était un bon disque, j'avais kiffé Dua Lipa. Et j'ai pas honte de le dire, je suis un bonhomme. Donc, ouais, donc en gros, pour Pierre Armand, c'est Dua Lipa, tu sais, le signe supérieur A, et derrière, vous pouvez mettre tous les mecs qu'il a détestés en début de podcast. Vous pouvez tweeter ça, Instagrammer ça, il n'y a pas de problème. Oh putain. Mais non, mais j'assume. Ah, tu sais quoi, un guilty pleasure, le principe, c'est de l'assumer, hein. Bien sûr, Sinon bien c'est sûr. pire que tout. Et j'aurais mal dormi si j'avais fait cette émission sans avouer Dua Lipa. Voilà. Ali, je te propose, on peut enchaîner avec nos petites rubriques de classiques de fin de podcast. Est-ce que tu as un Ouais, coup de vas-y. cœur pour nous cette semaine? Ouais, j'ai un coup de cœur, j'en ai parlé au début. Alors j'en ai un basket, un pas basket. Rapidement sur le basket, c'est Rudy Gobert. Sa réaction a été géniale sur l'action de Draymond Green. Son début de saison me fait kiffer. Déjà, voilà, on en parlait dans l'autre jour, dans les personnages un petit peu incompris et notamment dans notre podcast sur What Were You Thinking, quand il avait touché les micros et que ça lui avait flingué son image de marque. Je trouve qu'il
Et puis il est égal à lui-même, il change rien, il est Rudy comme il a toujours été Rudy, et je trouve que là, il est en train de monter. Et putain, mais qu'est-ce que je donnerais pour qu'il soit meilleur défenseur une nouvelle fois, et que ce soit inédit et qu'il rentre dans la discussion des meilleurs défenseurs de l'histoire. Moi, je pense qu'on peut le mettre déjà dans la discussion. Mais voilà, je trouve que Rudy Gobert, ça me fait très très plaisir cette année. Et hors basket, j'ai regardé le documentaire, enfin un petit peu à la bourre, sur Netflix, sur David Beckham. Et Ah, il paraît qu'il est... Alors, j'ai pas vu encore, ouais. dis-moi. Et quand on parle de sport, hein, comme le nôtre, on parle des sportifs eux-mêmes. Et voilà, on parle d'une superstar avant l'heure, avant réseaux sociaux. J'avais jamais pris la mesure de la folie Beckham. Pourtant, ça a toujours été mon joueur de foot préféré. J'ai je ne sais combien de maillots de lui, toute période. Mais la période où il se fait expulser en quart de finale de la Coupe du Monde 98 pour un geste stupide euh, sur Diego Simeone, et que l'Angleterre, tout un pays lui tombe dessus pendant plus d'un an, où il se fait siffler, sa femme insultée et tout. Mais je le souhaite. Enfin, c'est terrible parce que, bon, alors on va dire, eh, mais oh, c'est Beckham, etc. Il gagne des millions. Mais de voir comment ce type-là a réussi à se reconstruire malgré tout, à gagner la Ligue des Champions, à faire un triplé historique l'année suivante, partir à Madrid où il est attendu comme le Messi. En plus, il arrive, tu sais, quand il est blond avec les cheveux longs, on dirait une gravure de mode, etc. Il a du mal à s'acclimater. Il sort d'Angleterre, ce qui était très rare à l'époque, un joueur de foot qui sortait d'Angleterre. C'est rare encore aujourd'hui. Et de voir la manière dont il a réussi à s'y faire à Madrid. C'est un personnage très simple, qui a la famille, qui pense qu'à sa famille, etc. C'est un documentaire, il y a du business, il y a une narration, etc. Mais il y a pas mal d'intervenants bien, notamment Diego Simeone qui est là, Ronaldo, tous les joueurs, toute l'équipe, Alex Ferguson et tout. Voilà, et ce gamin qui est considéré, ça me fait un peu penser à LeBron comme une star dès son plus jeune âge, et qui a réussi à gravir les échelons sans rien dire, bon, il y a eu ces affaires extra-conjugales, etc. Mais malgré tout, en gardant une image assez clean, aimer, et être aujourd'hui un entrepreneur à succès, hein, avec ce qu'il fait à l'Inter Miami, etc. Voilà, donc moi j'ai toujours adoré le personnage et le joueur, et ça, j'ai pas tout à fait fini, mais voilà, je voulais vous dire, regardez vraiment Beckham. C'est pas uniquement à son autre, parce qu'il y a des gens qui sont assez critiques. Il y a notamment un type qui a enregistré qui dit, ouais, je sais que le documentaire c'est à son autre, mais quand même il était bien à chier quand il est arrivé à Madrid. Donc, je trouvais ça pas mal, et lui il en rigole aussi. Donc c'est un vrai beau documentaire de sport en tout cas. Ah, mais j'ai regardé ça. Moi, je vais rester dans le sport aussi pour le mien. Pour mon coup de cœur de la semaine, c'est le livre, pardon, le livre d'or du basket 2023, signé par Yann Onona de l'équipe et par Yann Casville de Basket Le Mag, les deux Yann, les deux des Yann qui écrivent sur le basket. Voilà, comme chaque année, en fait, c'est un récap de tout ce qui s'est passé en 2023. Donc, on parle de l'ascension phénoménale de Victor Wembanyama, de la contre-performance de l'équipe de France à la Coupe du Monde, mais aussi de ce qui s'est passé en NBA, du parcours de Monaco en Euroleague et en Championnat de France. Bref, c'est un très beau récap comme chaque année. Et j'ai trouvé que cette année, la maquette m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était très classe. Très belles photos, un papier qui me semble plus mat que par le passé. Bref, j'ai trouvé ça encore plus réussi. Donc voilà, si vous aimez le basket, que vous voulez garder des souvenirs de cette saison, c'est aux éditions Solar l'équipe, Basket 2023, le livre d'or. Parfait. Je te crois que félicite. je te... Ouais, mais Très j'ai belle l'impression. sortie Ouais. au moment de Noël comme ça. Ça, plus le livre Une saison en enfer, rien de mieux. J'ai l'impression que je te sens un peu ronchon quand même. Je suis sûr il y a un truc qui t'a agacé cette semaine, non? Parce que vu comme t'es parti sur le début du podcast, là, j'ai senti qu'il y avait. Déjà, j'ai 3 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo à cause des parquets du In-Season Tournament. Donc, je suis pas très content à cause de ça. Parce que vraiment, c'est difficile. Non, mon coup de gueule, bon, on en a parlé, reparlé. Tu en as parlé vachement bien d'ailleurs, et je te félicite avec la First Team cette semaine. Merci. Mon coup de gueule, c'est les Clippers. La franchise en général. Ce cirque permanent, ça part des années 80, de l'affaire Sterling, des embrouilles avec Harden, le fait de faire venir Harden malgré tout, de casser quelque chose qui fonctionne, de dire oui à tout. Harden là qui dit quand on va arriver, quand on va trouver la solution, on va faire peur à tout le monde. Bon,
Voilà. Euh, la tête de Zubac sur le banc, le match contre Denver, défendre en small ball, sortir Zubac, de se dire ouais, on est meilleur que les autres, on va y arriver. Jokic. Pareil, rendez-vous échographie pour tout le monde pour voir si on n'est pas l'échographie du deuxième trimestre pour voir si on est, si c'est des jumeaux ou pas. Euh, et puis alors là, la cerise sur cette espèce de gâteau tout moisi, Lou Williams sort cette semaine dans un podcast. Il va falloir arrêter. Je ne sais pas qui parle, à Trae Young, je ne sais plus qui parle. Enfin bon, bref, j'en ai marre de ces podcasts. Il y en a des millions. On ne sait plus. Tous les joueurs ont leur podcast et qui dit que genre dans la bulle, c'est juste que on s'est dit que le titre il serait moyen, donc on n'a pas voulu le prendre. Voilà. Sinon, c'était à nous, c'était sûr, c'était pour nous. Ils se font sortir. Ben là, je crois que là encore, ils se font sortir. Ils sont à 1-3, 3-1. Ils se font sortir. C'est la dernière fois que Doc Rivers se prend ce truc-là contre Denver, je crois. Ouais. Et de dire, bon, c'est toujours le même histoire avec les Clippers. Ça aurait dû, ça aurait pu, Lob City, pas Lob City. Bon, il y en a marre. C'est vraiment une franchise de clowns, là. C'est insupportable. Et chaque année, pourtant, on y croit. Hein. Je sais que Shai et Antoine en ont parlé il n'y a pas longtemps en disant c'était une bonne surprise début de saison. Là, il y a 6 défaites. Ça va pas continuer. Bien sûr que ça va cliquer un moment. Mais quel cirque, on dirait. Je ne veux pas dire de qui on dirait, mais parce que sinon, là, ça va mal finir. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, on dirait, tu sais, c'est le désespoir des supporters de l'OM qui se disent chaque année qu'ils y croient et qui se disent on y est, cette fois-ci c'est pour nous, le recrutement il est bon et il n'y a même plus besoin d'attendre février, c'est dès novembre, il n'y a plus rien à jouer, c'est mort, c'est un marasme, du drama, voilà. C'est chiant. C'est chiant. Et ça me fait de la peine parce que cette franchise, elle a tout pour réussir. Elle va avoir une salle magnifique. J'espère pour eux qu'à un moment, ça va cliquer. C'est pas possible. Mais finalement, rien à faire. Là, je pense Bref. que c'est pas parti pour cliquer pour un petit moment. Parce que, Non, une fois qu'ils seront partis et derrière, il va falloir reconstruire. c'est T'as intérêt clair. à faire un. Ah, Ouais, non. c'est pas cadeau. Ce qui est cadeau, c'est ta relique, je suis sûr. Ouais, alors j'en ai deux pour une, en On n'a fait, pas le parce droit. que. Si, Ça si, paraît si. déjà à chaque fois une, elle est dure, mais alors si tu me la doubles en plus, elle est encore plus compliquée. Tu vas me Non, non, sortir, mais. très bien. Si tu me sors ce que je suis en train de voir arriver, dédicacé par l'un des membres, j'arrête le podcast. Par tous les membres. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. je, je bluffe. Non, voilà, mon coup de cœur, c'est la semaine dernière, donc le 9 novembre, marquait donc les 30 ans de la sortie de ces deux classiques absolus. Enter the Wu-Tang, le premier Et album Midnight, du 36 Midnight Chamber. Marauders. Et voilà, et Midnight Marauders de A Tribe Called Quest. Les deux disques sont sortis le même jour. Deux disques, bah, au-delà d'être des classiques, pour moi, c'est deux disques vraiment complètement à part qui ont changé l'esthétique du rap Complètement. de deux manières différentes. Si tu écoutes Tribe Called Quest, il y a toute une partie du rap côte-est derrière les gens ont cavalé après ce son-là. Tu parlais de JD et tout à l'heure, bah, enfin, c'est Évidemment. l'arbre généalogique remonte directement à ça. Évidemment. Wu-Tang, c'est même pas la peine de détailler l'impact qu'ils ont pu avoir. C'est deux albums incroyables qui n'ont pas pris une ride en fait. Parce qu'ils sont tellement à part que c'est intemporel, c'est des classiques pour tous les temps. Donc voilà, 30 ans de Enter the Wu-Tang et de Midnight Marauders, deux de mes albums préférés. Voilà. Et Midnight Marauders, pour moi, c'est certainement la plus belle pochette de l'histoire du hip-hop, de loin. Incroyable. Mais en fait, les deux, parce que celle du Wu-Tang, là, quand ils étaient sortis, mais c'est quoi ces machins là, Ouais, ouais, c'est avec vrai. leur masque sur la tête. Et effectivement, la pochette, donc si vous nous regardez enfin si vous nous écoutez plutôt, allez regarder à quoi ressemble la pochette de Midnight Marauders de Tribe Called Quest. C'est un who's who du rap, donc de l'époque, donc 93, avec les petites têtes parmi des plus grandes légendes, que ce Qui soit reconnaissent voilà. tous, qui ont tous un visage qui semble reconnaître tout de suite le génie de l'album. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Et ça prouvait que c'était encore. C'est improbable aujourd'hui de dire, imagine, tu fais un disque et tous les producteurs, à part sur évidemment, si Jay-Z ou sort un disque et il peut se permettre d'inviter tous ces producteurs qui seraient derrière, qui participent à ce truc-là, mais à cette époque-là, Tribe Called Quest avait sorti son album juste avant, sort Midnight Marauders, ils sont pas non plus des superstars. Et voir tous qui sont là, ils ont prêté leur visage pour dire que c'était déjà proche, c'est un coup de génie. Moi, on parlait de Beckham. Ouais. On parlait de 1999, Théo. Là, je te sors un
truc. J'avais un copain que je salue qui s'appelle Jean-Christophe, qui avait parmi ses meilleurs potes l'entraîneur adjoint de United. Oh, alors toi, c'est signé par contre. Alors, il y a tout le monde. Il y a Ryan Giggs, il y a David Beckham, il y a Schmeichel, il y a les frères Neville, il y a Dwight York, pour ceux qui connaissent le foot. Enfin, ils sont tous là. Il y a toute l'équipe qui a gagné le triplé en 1999. Donc voilà, comme je vous parlais de United en regardant Beckham, voilà, il est pas floqué, mais il est signé par tout le monde. Donc ça, Incroyable. je peux te dire. Ah ouais, lui, je l'ai sorti de mon armoire. Je t'avoue que pendant tout le trajet où je suis arrivé, là, je regardais si personne n'allait ouvrir mon sac, parce que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une des choses dont je ne me séparerai jamais. Et ça, c'est un pote qui l'a fait signer pour toi et Qui qui te était l'a allé le offert. faire signer qui l'avait fait signer au centre d'entraînement de United l'été 99, avant que la saison reprenne, justement, puisque ça, c'est le maillot qu'ils portaient dans la saison 98-99, où ils sont champions de Première Ligue avec ce maillot. C'est pas celui-là qu'ils portent en Ligue des Champions, parce qu'il y avait un maillot spécial. Donc avec celui-là, ils gagnent la Ligue la Cup et la FA Cup et le championnat. Et donc c'est celui-là que j'ai fait, qu'il a fait dédicacer par tout le monde. Mais à l'époque, tu sais, tu te rends pas compte en fait. Tu sais, lui, il était fan de United, il habitait à Manchester, il allait souvent voir les entraînements et tout, donc il va, il fait hésiter, et en fait, 25 ans après, parce que ce maillot donc à 25 ans, bah, tu vois, quand tu regardes le documentaire sur Beckham et que tu vois toutes ces légendes, voilà, on leur rend hommage en permanence. Incroyable. Et il y a même Roy Keane, personnage qu'on adore détester ou qu'on adore aimer. Qu'on déteste aimer et que moi je kiffais parce qu'il protégeait beaucoup David Beckham. Voilà. Bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine, Pierre. Bien sûr, avec grand plaisir. Et donc, on est disponible sur la chaîne tous les dimanches à 11h et on est sur les plateformes de streaming toujours Théo. Ouais, toujours. Et suivez-nous aussi, n'hésitez pas sur Instagram. On vous poste des photos de nos reliques ou d'autres tout au long de la semaine sur @hoopcult, tout attaché, H2OPCULT. Et en tout cas, bah, nous, on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, comme toujours. Ciao! Salut à tous.